Bon, bonjour à tous. On va commencer cette conf de maxillo qui va durer environ 2 petites heures, je pense, ou un peu plus en fonction de si je suis bavard ou pas. Donc, je suis Octave Morel, je suis interne en chirurgie maxillofaciale sur Lyon. Je suis en 4e semestre. Et on va faire cette conf déclinée pour parler un petit peu de la maxillo. Alors la maxillo, c'est une petite spécialité à l'EDN, mais en fait, avec ce nouveau format qui fait qu'il y en a plein de petits DP, des QI, c'est une discipline qui est vouée, je pense, à plus tomber. Et puis vu que c'est une spécialité un peu niche, les questions, elles sont parfois un peu plus compliquées, du moins aux yeux de tout le monde, alors qu'en fait, c'est assez simple quand on a ouvert le collège et qu'on a compris un peu les bases physiopathologiques de la maxillo. Ça peut être similaire un peu à des spécialités comme la MPR ou autre, où en fait, c'est des questions assez précises. Une fois qu'on a eu le collège et qu'on a compris, c'est un peu plus simple. Donc, je pense que c'est quand même un sujet, enfin, un collège qu'il faut travailler un petit peu. Pas besoin d'y passer beaucoup de temps, hein, pas besoin de passer autant de temps que dans d'autres disciplines. Mais je pense que c'est quand même important de l'avoir vu. La CMF, en quelques mots, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup d'anatomie. Franchement, c'est une bonne partie. Une fois que vous avez compris à peu près l'anatomie de la face, notamment les artères, les veines et les nerfs, ainsi que les différents canaux, c'est plus simple, notamment pour répondre aux questions. Il y a beaucoup de traumatos. Il y a 6 grands traumas qu'on verra en détail. Il y a les problèmes des dents et de leurs infections, un peu de cancérologie cutanée, ça se regroupe avec la dermato, les glandes salivaires, et puis on parlera un petit peu des plaies et morsures, parce que c'est assez important les plaies et morsures. Donc, les items en lien avec la CMF, c'est les items du collège. Il y a un tout nouveau collège qui vient de sortir, qui est vraiment bien fait, qui est un peu construit différemment. Moi, j'aime bien l'idée de prendre les items un par un pour essayer de discuter les pathologies, leur prise en charge, leur diagnostic et compagnie. Donc, on parlera à peu près de tout. Il y a des éléments sur lesquels on ne reviendra pas, c'est tumeur des os de la face, qui pour moi est trop spécialisé. Et puis, on parlera pas des malformations vasculaires, les hémangiomes, ainsi que les diagnostics différentiels des migraines, parce que c'est des choses qui sont évoquées dans d'autres collèges et qui sont mieux faits dans d'autres collèges. Bon, donc l'anatomie, je vous en parlais, c'est au début du collège, c'est finalement assez précis et c'est souvent en rang A, donc c'est des choses à savoir, aussi bien les muscles, les nerfs, les artères, comme je vous disais, l'innervation sensitive et motrice de la face. C'est des choses pour lesquelles si vous voulez à peu près bien répondre, vous pouvez pas passer à côté. Bon, on va commencer donc les items, je vous ai dit un par un. Le premier item qui est un peu un item secondaire dans mon esprit, c'est le développement bucco-dentaire et les anomalies de la face. On va parler de deux choses, les éruptions, l'âge d'éruption dentaire et puis la classe d'angle. Euh, ma conf elle est organisée autour de QI, de DP. Le but c'est de discuter, notamment voilà, de discuter les questions, de voir un petit peu des cas, de voir un petit peu comment réfléchit le maxillo. Je reviendrai un moment dans la conf pour vraiment vous expliquer comment moi en tant que D4 à l'époque, j'ai essayé de travailler les DP et les QI pour essayer de répondre au mieux. Donc ici, vous voyez cette image, donc vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui va pas trop, que normalement quand vous regardez le sourire de quelqu'un, ça ressemble pas vraiment à ça. Et donc on va vous demander comment vous qualifiez cet article dentaire. Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, les pathologies, pas forcément dentaires, mais l'agencement des os de la face, les uns avec les autres, donc notamment le maxillaire et la mandibule, pour voir si ça s'emboîte bien. Donc là, l'articule il est pas normal, hein. On voit que les dents, les incisives supérieures, elles sont complètement retournées vers le bas. C'est ce qu'on appelle une classe 2. Classe 2, c'est-à-dire que le bas est trop reculé par rapport au haut. Quand je dis le bas, c'est la mandibule et le haut, le maxillaire. Et ici, on fait la différence entre les divisions 1, où le bas est trop reculé, mais les dents fusent vers l'avant. C'est la division 1. Et la division 2, c'est quand les dents sont trop reculées vers le bas. Donc là, c'est une classe 2, division 2. Et donc, c'est un articulé qui est anormal. Je vous ai remis ici des petites images, juste pour que vous ayez en tête. On reparlera rapidement des classes d'angle. Je vous expliquerai un petit peu comment mieux les appréhender et comment mieux le savoir. Une autre petite question en rapport avec cet item-là, c'est ce panoramique dentaire-là. Vous allez voir, si on vous met de la maxillo, il y aura sûrement du panoramique dentaire. Parce que c'est un examen qui est un peu propre au maxillo ou au dentiste, au chirurgien oraux, qui est finalement assez simple à interpréter, mais qu'il faut que vous en ayez vu pour mieux le comprendre. Et puis, ça peut être un peu des questions piégeuses. Ici, on va vous demander les premières dents de lait sont les incisives et apparaissent en bouche vers 12-18 ans. Alors, 12-18 mois, pardon.
Ça, c'est faux. C'est globalement dans la première année. 18 mois, c'est trop tard. Les premières molaires définitives apparaissent vers 6 ans. Ça, c'est vrai. Les premières dents qui apparaissent chez le bébé, on va dire, c'est les incisives centrales. Alors que chez l'enfant vers 6 ans, c'est là où on a les premières chutes de dents. Et les premières dents qui apparaissent, c'est les molaires. Donc, c'est pas les incisives qui sont remplacées en premier, c'est les molaires. Et c'est vers 6 ans. La classe d'angle, est-ce qu'elle détermine les anomalies axiales de l'articule dentaire? Quand on dit anomalie axiale, sagittale ou frontale, c'est comme en scanner. On regarde comme ça ou comme ça. La classe d'angle, vous imaginez que c'est bien quand on est de profil. Donc, ça c'est considéré comme les anomalies sagittales de l'articule dentaire. Est-ce que le panoramique sous-jacent est compatible avec un enfant de 8 ans? Alors ça, pour moi, c'est une des questions les plus compliquées qu'on puisse vous poser en maxillo, parce que ça suppose de savoir lire un panoramique dentaire, de savoir quand les dents de lait tombent, quand les dents définitives apparaissent, et de le connaître pas seulement sur les incisives ou les molaires, mais à peu près tous. Donc là, pour répondre à ces questions-là, vous regardez si on a des molaires. Là, en l'occurrence, on a des molaires. Elles sont à cet endroit-là. Hop, 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 hop. Vous regardez après les incisives parce que dans l'ordre chronologique des choses, c'est molaire puis après incisive. Donc globalement, les molaires, on a dit, c'est environ 6 ans. Incisive centrale, 7 ans. Incisive latérale, 8 ans. Donc là, c'est compatible avec un enfant de 8 ans. Après, on ne pouvait pas le certifier, hein, mais c'est compatible. Par ailleurs, je ne sais pas si vous vous remarquez, sur ce panoramique dentaire, c'est un enfant qui n'a pas de dents de sagesse. Parce que là, on a la première molaire qui apparaît à 6 ans. À côté, ça va être la deuxième molaire qui apparaîtra plus tard. Et on n'a pas de dents de sagesse. Du moins, pas visibles sur le panoramique. Normalement, à cet âge-là, on est quand même censé un peu les voir. On pourrait se demander si là, en bas à gauche, il n'y a pas un petit bourgeon qui pourra apparaître plus tard, mais a priori, c'est un enfant qui n'aura pas de dents de sagesse. Concernant la denture définitive, ce sont les prémolaires qui apparaissent en premier. On a bien dit que non, c'était les molaires. Donc tout ça pour mettre dans le bain assez rapidement, pour et éliminer un item qui est quand même moins intéressant, cet item 47. On a vu la classe d'angle, on a vu l'éruption dentaire. Je vous ai remis un petit schéma pour connaître les dates d'éruption des dents. Chez les enfants, ça suit une chronologique assez simple, donc incisive centrale, incisive latérale. Après, entre la première molaire ou la canine, ça se débat. C'est souvent un peu plus la première molaire qui apparaît avant la canine chez les enfants. Et après, sur les dents définitives, c'est la première molaire, puis après les incisives centrales, puis après, ça va discuter avec la première prémolaire, deuxième prémolaire et ou la canine. Enfin, c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent la deuxième molaire et les dents de sagesse apparaissent après. Ok. Bon, pour les classes d'angle. La classe d'angle, je vous en dernier topo. Il y a la classe 1 normale, c'est-à-dire que les dents s'agencent bien les unes avec les autres. Vous regardez chez vous. Si vous êtes en classe 1, bah, vous regardez que l'incisive centrale, la canine supérieure se met bien entre la canine inférieure et la première prémolaire. Donc normalement, c'est censé bien s'emboîter. Donc ça, c'est ce qu'on parle de classe 1 canine. Et puis il y a la classe 1 molaire. Donc cette fois, c'est par rapport aux références des molaires. La classe 1 molaire et la classe 1 canine définissent la classe 1 en règle générale. Okay, on fait c'est un peu spécialisé, hein, mais on fait parfois la différence entre les classes 1 canine et classe 1 molaire quand il y a des pathologies. Mais pour vous, il n'y a pas de différence. Classe 1, c'est que ça s'emboîte bien. Classe 2, le bas est trop en arrière. Classe 3, le bas est trop en avant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, donc ça c'était le premier item, peut-être le moins intéressant pour le DN, mais figurez-vous que dans la pratique du maxillo, c'est hyper intéressant parce que c'est la base des malformations des mâchoires et c'est la base de tout un pan de la chirurgie qu'on appelle la chirurgie orthognathique, où le chirurgien maxillofacial va avoir ce rôle de, en combinaison avec l'orthodontiste, de mettre les dents de façon plutôt bien alignée et puis après de faire des chirurgies qui consistent en couper la mâchoire du haut, couper la mâchoire du bas et venir les synthéser avec des plaques et des vis, tout ça par voie intrabuccale pour venir bien agencer le tout. Okay, et c'est passionnant parce que ça remplit un rôle fonctionnel, un rôle esthétique hyper impressionnant. Et voilà, souvent c'est les gens qui ont un faciès assez prononcé ou voilà, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas et puis à la fin ils sont juste normaux et puis voilà, c'est assez beau comme chirurgie. Bon, tout ça pour vous donner envie de faire un maxillo si certains d'entre vous hésitent par rapport à d'autres spé comme l'ORL ou les plasticiens où bah, ils font pas ce genre de chirurgie et voilà. Bon, on va parler des choses aussi qui intéressent beaucoup le maxillofacial, c'est tous les traumatismes. Avec les moyens de locomotion, que ce soit la trottinette, le vélo, les voitures, tout ça. Il y a beaucoup de traumato maxillofacial. Et puis, ce qu'on va voir en premier, c'est les mandibules et les fractures du nez. Les planches lorbites, c'est très fréquent aussi. Le zygoma, un peu à l'image d'Antoine Dupont, bah, c'est très exposé. Les fractures de Lefort, ça arrive un peu plus rarement. Et puis les fractures de Gnemfo, c'est encore un peu plus rare. Mais on va tous les évoquer. Bon, donc là, c'est un petit DP. Vous êtes interne aux urgences de l'hôpital Lyon-Sud.
Un jeune homme de 18 ans est tombé en trottinette vers 12h30. Il n'a rien de particulier en dehors d'un saignement endobuccal et une plaie du menton. Donc là, quand on vous met un dossier de DP, je pense que vous le savez, vous devez bien vous réfléchir, qu'est-ce qu'on veut me faire dire, quelles sont les informations que je sais et que je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre. Bon, là, vous êtes à l'hôpital, il y a un jeune homme qui est majeur, il est tombé en trottinette, et puis on est en pleine journée. On vous dit qu'il saigne à l'intérieur de la bouche. Alors, un saignement endobuccal, ça peut être trois choses. Ça peut être une dent qui s'est luxée, donc il y a l'alvéole dentaire qui saigne. Ça peut être une plaie, soit de la langue, soit de la gencive, ou une fracture. Les fractures, ça fait saigner. Et on vous reparle d'une plaie du menton. C'est toujours très intéressant quand on vous précise et quand un maxillo vous précise qu'il y a une plaie du menton, c'est qu'il veut vous orienter vers une chose, c'est de bien regarder les condyles parce que quand on tape sur le menton, on a tendance à fracturer les condyles. Ok, donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Et le patient vous explique qu'il a du mal à ouvrir la bouche et qu'il trouve que ses dents se touchent bizarrement. Donc ça doit d'autant plus vous orienter vers quelque chose de pathologique. Désolé, on m'appelle. Euh, alors, là, on vous demande, dans ce contexte, quel est l'examen d'imagerie le plus simple à réaliser pour diagnostiquer une possible fracture de mandibule. Donc là, on vous donne un peu l'idée générale sur quoi vous devez aller. L'examen d'imagerie le plus simple. Alors, on verra un petit peu la condition dans laquelle on réalise ce genre d'imagerie, mais le plus simple, c'est le panoramique dentaire. Ok. Je sais plus si on dit un ou une panoramique dentaire, mais en pratique, j'ai tout le temps un panneau. Ou on peut aussi appeler ça un orthopathologramme, ok, OPT. Le panoramique dentaire, c'est l'examen le plus simple pour poser un diagnostic de fracture mandibulaire. On va voir qu'il ne peut pas être fait tout le temps. Donc, voici le panoramique qu'on a réalisé aux urgences. Et on va vous demander d'écrire un peu ce panoramique. Est-ce que la dent 26 semble avoir été traitée pour une pathologie carieuse? Alors, quand on vous parle des dents, bon, vous le savez sûrement, on définit des cadrans. Donc, il y a le cadran supérieur droit, c'est le cadran numéro 1. Le cadran supérieur gauche, c'est le numéro 2. Le cadran inférieur gauche, c'est le numéro 3. Et le gradient inférieur droit, c'est le numéro 4. C'est assez simple quand vous regardez un panoramique dentaire, c'est dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc on commence par là, tout ça c'est le secteur 1, en partant du 1 c'est l'incisive centrale, en allant jusqu'à l'extrémité, et puis le 2 de ce côté-là, le 3, le 4. Ok. Donc ça c'est quand vous regardez quelqu'un de face, c'est dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Quand vous regardez sur vous, bah de fait c'est dans l'ordre opposé des aiguilles d'une montre. Ok. On commence en haut à droite et on finit en bas à droite. Et puis on compte de 1 jusqu'à 8. Normalement, vous avez 8 dents de chaque côté, ce qui fait 32 dents au total, sachant que la 8e dent, la 3e molaire, c'est considéré comme la dent de sagesse. Voilà. Donc là, la dent 26, en fait, la dent 26, elle est tout à fait, elle n'a pas été traitée pour une pathologie carieuse. La dent 26, c'est la première molaire, elle est là, tout va bien. Par contre,